créative. Tu vis mille émotions, passion, réflexion, motivation, démotivation. Pas de panique, tout est connecté. Everything is connected. Écoute Sens Créatif. Et démarre du bon pied. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les chemins de la créativité. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes convaincus que nous transportons toutes et tous un trésor enfui dans notre baluchon. Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs dans les méandres de la créativité. Une quête initiatique qui nous rappelle qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à notre communauté sur Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus comme le SideQuest podcast et les lives des Keepers of the Keys pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les aventuriers et les aventurières de la créativité. Nous y sommes. Sens Créatif est de retour pour une 7e saison et je suis heureux de vous retrouver pour partir avec vous à l'aventure sur les chemins de la créativité. Tout au long de cette saison, je vais vous emmener dans l'œil du cyclone créatif. Je vous ai concocté une toute nouvelle série de boxons dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Quant à Jérémy, il me rejoindra régulièrement sur la route pour faire le plein de nouvelles interviews inédites en compagnie de créateurs et de créatrices dont les histoires ne manqueront pas de vous inspirer. Au fait, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour ne manquer aucune miette. Goué, illustratrice et coach d'artistes, rejoint l'équipe de Sens Créatif pour vous délivrer ses oracles. Il est temps à présent de prendre votre baluchon et d'enfiler vos bottes de 7 lieues. Lorsque notre quête créative nous appelle, c'est toujours le premier pas qui compte. Pendant longtemps, j'ai cru que se raconter, c'était forcément se la raconter. Vous voyez l'idée, parler de soi, prendre le risque de paraître prétentieux, arrogant, voire carrément ennuyant. Pourtant, j'adore raconter des histoires. Le storytelling, ça me parle vraiment. Mais cette petite voix me murmurait « Reste dans ton coin, continue à lancer tes petits galets et à faire des ronds dans l'eau. Celles et ceux qui comptent déjà te connaissent. » Alors je me suis appliqué à ne pas envoyer de gros pavés dans la mare, à ne pas faire de vagues. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces petits ronds finissent par disparaître, quand ils ne touchent plus personne ? C'était ça mon dilemme. D'un côté, je me disais, ton cercle de confiance est largement suffisant, pas besoin d'aller gratter plus loin. De l'autre, je voyais bien mes rôles modèles, ces créateurs et créatrices que j'admire, qui osaient se raconter, créer des ponts avec d'autres, et dont l'histoire personnelle me semblait bien plus passionnante que la mienne. Je sentais bien que je restais en retrait, que je passais peut-être à côté de connexions enrichissantes. Mais comment faire pour partager ce que je suis sans avoir l'impression de jouer un rôle ? Comment suivre la fameuse recette du personal branding sans passer pour un imposteur ? Ok, le personal branding. Rien que d'entendre ce terme, on imagine tout de suite ces profils LinkedIn ou Instagram hyper calibrés, nourris aux OGM du storytelling pour séduire des masses de followers. Alors forcément, tout le monde s'y met. Et du storytelling bien rodé parfois, mais qui donne souvent l'impression d'un jeu d'apparence. Hey, ok Gadjo, me la fais pas à l'envers, je vois bien que t'essayes de me vendre une version idéalisée du meilleur de toi-même là. Et franchement, je comprends pourquoi beaucoup de créateuristes sont écœurés par ce spectacle, avant même d'avoir essayé de s'y frotter. Pourtant, voilà ce que j'ai fini par comprendre. Le personal branding, dans son essence, ce n'est pas ça. Ce n'est pas jouer un rôle, ni chercher à plaire à tout le monde. C'est simplement accepter de se raconter de façon sincère pour créer des ponts avec ceux et celles qui peuvent résonner avec notre parcours. Et il y a quelques mois, en réfléchissant à cette notion d'égocentrisme dans le marketing, j'ai eu un déclic. Se raconter, c'est évidemment pas imposer son histoire ni s'inventer une biographie de compétition. C'est laisser résonner ce qu'il y a d'unique en nous pour qu'un écho se crée chez celles et ceux qui partagent nos vibrations. Et c'est là qu'est né, pour moi, le contre-pied de l'échoïsme. Un art de se raconter sans se la raconter. Un moyen de faire vibrer nos vérités intérieures
sans chercher à forcer l'admiration. Adopter cette approche a changé pas mal de choses. J'ai pris la confiance, j'ai élargi mon cercle de connexion, mais surtout, j'ai trouvé plus de sens dans ce que j'avais vraiment besoin de partager, et plus de sens dans les personnes que je suivais. Plus besoin d'avoir à jouer le rôle de la meilleure version de moi-même ou de calibrer chaque détail. Juste être fidèle à mes bizarreries, à ce qui me définit vraiment. Et en résonance, identifier les bizarreries des autres et m'y connecter. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer 3 idées clés. D'abord, on verra pourquoi on confond souvent se raconter et se la raconter, et comment ce blocage peut nous freiner. Ensuite, on parlera de nos bizarreries, vous savez, ces traits qu'on croit devoir cacher, et comment elles peuvent devenir nos meilleurs alliés. Enfin, on discutera de ce que signifie vraiment trouver et amplifier son écho, même dans un monde saturé de bruit. Alors, vous êtes prêts à découvrir comment devenir égoïste ? Rejoignez le mouvement. Quand on parle de personal branding, j'en connais qui lèvent les yeux au ciel. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire collectif, c'est souvent associé à une forme d'égocentrisme. Vous savez, ce genre de profil LinkedIn ou Instagram qui enchaîne les posts inspirants, mais tellement bien huilés qu'ils semblent sortis d'une usine à succès. Et soyons honnêtes, il y a de quoi se méfier. Quand tout est trop parfait, on a l'impression que le message devient secondaire, remplacé par une quête de validation. Et cette suspicion crée un rejet automatique, surtout dans les milieux créatifs où l'authenticité est gravée dans les tables de la loi. D'ailleurs, ce rejet est souvent amplifié par un discours ambiant qui valorise la modestie, presque jusqu'à l'excès. Comme si parler de soi était forcément un acte de vanité. Mais en réalité, ce n'est pas la mise en avant qui dérange, c'est la manière dont elle est perçue. On entend des choses comme « le personal branding, c'est pour les influenceurs » ou encore « si tu dois te raconter, c'est peut-être parce que t'as pas grand-chose à offrir ». Ces idées reçues créent un climat de méfiance où beaucoup préfèrent se taire plutôt que de risquer d'être mal jugés. Mais en restant silencieux, on passe à côté d'opportunités incroyables. Celle de partager ce qui nous rend uniques, de créer des connexions qui pourraient transformer notre parcours. Et voilà le cœur du problème. La confusion entre mise en avant et égoïsme. Pourtant, ce sont 2 choses totalement différentes. Se mettre en avant, c'est dire « voici qui je suis, voici ce que j'ai appris, peut-être que ça peut vous être utile ». C'est une ouverture, un partage, et ça ouvre un dialogue. L'égoïsme, en revanche, c'est prendre toute la place, sans laisser d'espace pour les autres. Mais avouons-le, cette frontière est floue, et c'est pour ça que tant de créatrices hésitent encore à franchir le pas. Je vais vous raconter mon expérience du week-end dernier. J'ai shooté mes scènes de la vidéo du teaser de la saison 7 du podcast. Pour commencer, je suis passé par la case procrastination. Il m'a fallu plus d'1 semaine pour m'y mettre alors que la date se rapprochait. Et me voilà en plein dimanche, en train de faire des selfies vidéo dans la rue. Il faisait vachement froid, et franchement, je me sentais hyper maladroit. J'avais l'impression d'être très mauvais à la caméra, de m'attaquer à un format où j'ai le sentiment d'être un éternel débutant. Par contre, je me suis super amusé à faire le montage ensuite bien installé au chaud derrière mon Mac. Et vous savez quoi ? Les retours sur le teaser ont été super bons. On a dû faire quelque chose comme 1400 vues en 3 heures. Et pourquoi ? Parce qu'on assume notre côté bricolo et qu'on l'a conscientisé. C'est pile poil pour ça que ça fait mouche. À l'image, on voit 2 zigotos qui s'amusent, qui sont sincères dans leur délire, avant de chercher à faire une production super léchée. On a fait passer notre message, et en ricochet, je suis en train de vous raconter cette anecdote maintenant. Et c'est là qu'on peut tomber dans le piège. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images ultra calibrées. Chaque post doit être parfait. La lumière, le cadrage, même les mots semblent sortir d'une agence de com. Alors on se compare, on se dit « moi aussi, il faudrait que je sois parfait, que tout soit au carré ». Et ça peut devenir paralysant. Allez, avouez, combien de fois avez-vous réécrit une légende Instagram 20 fois de suite avant de finalement renoncer à la poster ? L'égoïsme propose une autre voie. Pas besoin d'être parfait ou parfaite ou de chercher à séduire tout le monde. C'est un appel à être soi-même, à partager ce qui nous touche et ce qui nous fait vibrer, sans se soucier des algorithmes ou des attentes. L'idée, c'est de raisonner sincèrement avec celles et ceux qui comptent vraiment. Et vous ? Combien de fois vous êtes-vous retenu de parler de votre travail, de vos projets, de peur qu'on vous accuse de vouloir vous la raconter ? On a toutes et tous des bizarreries, ces petits trucs qu'on essaye parfois de dissimuler pour rentrer dans le moule. Mais ces bizarreries, ce sont elles qui font notre singularité.
ce qui nous rend mémorables, ce qui capte l'attention. Elles ne sont pas des faiblesses à cacher, mais des forces à cultiver. C'est bien simple, si j'y regarde de plus près la plupart des créatrices que j'admire, ils ou elles ont un petit truc en plus. J'espère que vous avez la ref. Ils et elles sont zarbi à leur manière. Et ça marche. Dans son manifeste « We are all weird », l'inévitable gourou du marketing humain Seth Godin souligne carrément l'importance de reconnaître et d'embrasser nos singularités. Le combat épique de notre génération voit s'affronter le statu quo de la masse et la marée incessante de l'étrange. Cette citation illustre parfaitement comment nos bizarreries, loin d'être des faiblesses, sont en réalité des forces qui défient la normalité et enrichissent notre société. Je vais vous parler de l'éco-visuel d'une bizarrerie assumée, mon histoire avec le pixel art. Cette technique digitale à mi-chemin entre la mosaïque pour enfants et le travail d'un moine copiste que l'IA elle-même a encore bien du mal à imiter. Depuis un peu plus de 20 ans, j'explore ce style graphique lofi dans un monde saturé de visuels sophistiqués. On m'a souvent considéré comme un gentil nerd, comme si le pixel art était une tendance rétro, dépassée ou trop geek, condamnée à ne durer qu'un temps. Mais vous savez quoi ? C'est devenu mon move signature par la force des choses. Cette bizarrerie, que j'aurais pu exploiter dans la niche de l'underground du rétro gaming par exemple, est finalement ce qui m'a permis de me démarquer dans la presse, l'édition et la communication à l'échelle nationale et internationale. On m'appelle précisément pour ce style. Je travaille d'ailleurs en ce moment sur un projet pour Popic à destination des librairies de musées. Ce qui paraissait marginal ou niche est finalement devenu un atout identifiable et remarquable. Mon univers pixel art a trouvé son public parce qu'au fond, sans vraiment le savoir au départ, je l'ai assumé pleinement. Lesson learned. Et puis, il y a une autre bizarrerie, ma passion pour le chaos et les stratégies contre-intuitives. J'adore tout ce qui sort des sentiers battus, tout ce qui chahute le statu quo. C'est cette approche non conventionnelle qui me permet aujourd'hui de prendre la parole sur ce podcast, alors même que j'aime pas entendre ma voix. Ou de co-organiser un bootcamp créatif vraiment différent de ce qu'on voit ailleurs, alors même que j'ai toujours dit que je ne serais jamais enseignant. Quand on a pris la décision avec Jérémy et Kylian d'aborder la question du marketing sur la quête, on savait qu'on allait se frotter à une résistance naturelle chez les créatrices. Alors, au lieu de faire des modules de cours classiques, on a tout déconstruit en adoptant une approche inspirée des RPG de notre adolescence à la forme volontairement ludique. Résultat, non seulement ça a désamorcé les peurs des participants et des participantes, mais ça a aussi créé une connexion profonde entre elles et eux et leurs projets. Voilà ce que l'écoïsme nous enseigne. Ce qu'on considère comme zarbi ou marginal peut devenir un véritable catalyseur. Nos bizarreries attirent notre tribu, ces gens qui se reconnaissent en nous et qui partagent nos valeurs. En osant être soi, on donne aux autres la permission d'en faire autant. Et vous, quelles sont vos bizarreries ? Ces petites choses que vous n'osez pas toujours montrer, mais qui pourraient devenir vos plus grands atouts. Et c'est là tout l'intérêt de trouver son écho. On arrête de lutter contre ces bizarreries pour les amplifier et les transformer en un message authentique. Dans un monde saturé de bruit, où chacun essaye d'attirer l'attention à grand renfort de contenu, trouver son écho, c'est se connecter à ce qui nous rend unique. Ce n'est pas une quête d'attention pour elle-même, mais un moyen de raisonner avec ceux et celles qui partagent nos valeurs, nos envies, notre vision. Quand vous osez être pleinement vous-même, vous offrez aux autres quelque chose de rare, une connexion sincère. Dans son best-seller « Start with Why », Simon Sinek nous dit « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites ». Il évoque ainsi l'écho du pourquoi initial. Alors comment trouver cet écho ? Tout commence par une question simple mais puissante. Quelles sont vos spécificités ? Vos points de friction, vos bizarreries qui vous rendent différents. Ce sont ces éléments, souvent jugés trop zarbi, qui résonneront avec votre public. Prenez maintenant un moment pour réfléchir. Notez 3 aspects de votre personnalité ou de votre travail que vous avez hésité à mettre en avant jusqu'ici. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait vibrer chez d'autres grâce à ces éléments inattendus ? Une fois que vous avez identifié vos spécificités, il s'agit de les amplifier. Pas besoin d'artifice ou de scénario parfait. Plus vous partagerez votre message avec authenticité, plus il trouvera sa résonance auprès des bonnes personnes. Vous n'avez pas besoin de parler à tout le monde, juste à ceux et celles qui comptent. L'écho ne naît pas d'un coup d'éclat, mais d'une résonance qui s'amplifie dans le temps. Prenez l'exemple d'un musicien qui joue un air. Ce n'est pas la première note qui reste, mais la mélodie qui s'installe. Chaque fois que vous partagez une idée, une création, une réflexion authentique, vous renforcez cet écho. Vous permettez aux gens de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous apportez. Comment amplifier ce message ? Premièrement, soyez consistant. Que ce soit sur les réseaux sociaux,
dans vos projets ou vos échanges, trouvez votre ton et tenez-vous-y. Pas besoin de multiplier les formats ou de plaire à tout le monde. Choisissez ce qui vous correspond et répétez, répétez, répétez. Ensuite, misez sur l'imperfection. Ne cherchez pas à tout peaufiner avant de publier ou de partager. L'écho vient souvent de ce qui est brut, sincère, non filtré. Notre teaser bricolé en quelques heures en est un bon exemple. C'est cette authenticité qui touche parce que l'énergie va à l'essentiel. Enfin, créez un espace pour les autres. Amplifier son écho, c'est pas juste parler de soi. C'est aussi ouvrir la porte à des conversations. Posez des questions, répondez à des commentaires, engagez-vous avec ceux et celles qui résonnent avec votre message. C'est dans cet échange que l'écho prend toute sa force. Regardez des autrices comme Emily Gleason, Lisa Mandel, Sophie Guérive, Tiffany Cooper ou encore Delphine Panic. Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles explorent leurs questionnements et les transforment en force qui résonnent profondément avec leur public. Alors, quelle est la vibration unique que vous souhaitez faire entendre dans ce monde ? À qui voulez-vous parler ? Trouver son écho, c'est accepter qu'on ne parlera pas à tout le monde, mais qu'on touchera profondément ceux qui comptent vraiment. C'est ainsi qu'on crée des connexions sincères et durables. Quand vous amplifiez votre message de cette manière, vous n'attirez pas simplement un public. Vous créez une communauté, une tribu. Ces personnes qui se reconnaissent dans votre voix deviennent vos alliés, vos ambassadeurs, vos ambassadrices, et surtout, vos sources d'inspiration en retour. Et là voilà la clé de l'échoïsme. Amplifiez ce qui est authentique en vous pour inspirer et connecter. Maintenant, il est temps de conclure et de laisser cette idée résonner. Aujourd'hui, on a déconstruit ensemble ce malentendu autour du personal branding, cette peur de se la raconter. On a vu comment nos bizarreries, loin d'être des faiblesses, peuvent devenir nos plus grandes forces. Enfin, on a exploré l'importance de trouver et d'amplifier son propre écho dans un monde saturé de bruit. Être égoïste, c'est oser dire « Voici qui je suis, voici ce que j'ai à partager ». C'est comprendre que nos ondes, même modestes, peuvent toucher profondément ceux et celles qui en ont besoin. Pas besoin de crier plus fort, juste de résonner sincèrement. Avant la fin de la journée, j'aimerais que vous preniez 5 minutes pour identifier une bizarrerie ou une spécificité que vous pourriez mettre en avant. Une chose qui vous rend unique, même si elle vous semble insignifiante ou zarbi. Notez-la et réfléchissez à une manière simple de la partager. N'ayez pas peur de faire des vagues. Les petits ricochets dans l'eau peuvent aller loin si on les laisse résonner. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin en passant de l'autre côté du miroir. Comment nos rôles modèles, ceux et celles qui nous inspirent, nous montrent parfois ce que nous n'osons pas encore voir en nous. Soyez prêts et prêtes à plonger dans votre propre reflet avec l'effet miroir. D'ici là, restez à l'écoute du boxon au milieu du brouhaha et soyez égoïstes. Autrefois, dans l'Antiquité, la Pythie de Delphes prêtait sa voix aux dieux pour révéler des vérités cachées et guider les quêtes des mortels. Aujourd'hui, sur les ondes de Sens Créatif, Gwé, illustratrice et coach d'artistes, reprend le flambeau avec son oracle créatif. Ici, pas de prophétie ni de dogme, mais des intuitions inspirantes, des cartes qui dansent et des épiphanies pour illuminer votre chemin créatif. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Écoutons l'oracle. Bonjour à tous, je suis Gwé, mais mon nom en entier, c'est Gwenaëlle Dudek. Je suis illustratrice, autrice et coach d'artistes. Mais je suis aussi un peu sorcière dans les coulisses. Alors aujourd'hui, dans l'oracle de Gwé, je vais vous prédire l'avenir. Mais avant de démarrer notre aventure audio ensemble, j'aimerais quand même revenir sur ce choix de titre de chronique. L'oracle de Gwé, faut oser quand même. Je dois vous avouer que c'est Laurent qui en a eu l'idée. Et j'ai trouvé ça flippant, mais audacieux. Un peu culotté. Parce que ça parle de moi dans ce qu'il y a de plus radical et d'authentique en même temps.
Et parce que parler d'oracle, ça ne va peut-être pas convenir à tout le monde. Mais c'est quoi un oracle ? Dans la mythologie, un oracle est une personne, un lieu ou un moyen par lequel on cherche à obtenir des réponses ou des conseils divins. Ils étaient particulièrement utilisés dans les sociétés anciennes. Le plus souvent, l'oracle était un prêtre ou une prêtresse qui interprétait les messages des dieux. Par exemple, dans la Grèce antique, la plus célèbre était la Pythie, du temple d'Apollon à Delphes. Dans un sens figuré, le terme oracle peut désigner une personne perçue comme une autorité ou une source fiable de sagesse. Elle est reconnue pour ses connaissances, ses conseils avisés ou ses prédictions précises. Aujourd'hui, dans les pratiques modernes, un oracle désigne un outil utilisé pour obtenir des conseils intuitifs, souvent dans une démarche personnelle ou spirituelle. Ce sont surtout des jeux de cartes utilisés comme outil de guidance. En résumé, que ce soit dans un contexte spirituel, pratique ou figuré, un oracle est toujours lié à l'idée de révéler des vérités, d'apporter des conseils ou de guider des décisions. Moi, j'utilise les oracles, je les interprète et je les crée aussi. Mais ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mon histoire avec les oracles est le genre de cadeau imprévu de la vie, surtout quand on vient d'un milieu athée, cartésien, matérialiste et rationaliste comme le mien. On m'a toujours fait comprendre que les machins de diseuses de bonne aventure à la Madame Irma et compagnie étaient à fuir absolument. Pourtant, ce cadeau est arrivé à un moment où, à force d'enchaîner les drames, je me suis retrouvée complètement perdue sur mon chemin. Toutes les solutions rationnelles à mon mal-être et à mes peurs n'ont plus été suffisantes pour m'aider à avancer sereinement dans la vie. À un moment donné, nous sommes tous confrontés à des épreuves existentielles. Qui n'a pas connu une séparation, un échec, une crise d'identité, une crise de sens, une galère financière, peut-être même la maladie d'un proche, un accident ou un décès ? Pour ma part, j'ai cumulé tout ça. Dans ces moments-là, qui n'a jamais eu envie d'avancer dans le futur pour avoir des réponses, des solutions ? Qui n'a jamais eu envie qu'on lui prédise l'avenir pour trouver la meilleure résolution possible ou alors tout simplement pour savoir si on va réussir sa vie professionnelle ou trouver l'amour ? Ma découverte des cartes oracles et du tarot de Marseille est arrivée à un moment de rupture, genre virage de la vie à 180 degrés sans ceinture de sécurité. Et il n'y avait plus que moi au volant de la vie. Plus de copilote à mes côtés pour me dire quoi faire, c'était la panique totale. Donc, comme à ce moment-là, je ne pouvais plus m'appuyer sur des aides extérieures, il a fallu que je m'appuie sur mes ressources intérieures. Et c'est là que les oracles et le tarot de Marseille sont entrés en jeu. Spoiler alerte, les oracles ne prédisent pas l'avenir, pas plus que je ne vais le faire aujourd'hui. Je vous ai un peu menti au début, c'était pour vous donner envie. Ils ne prédisent pas l'avenir parce que nous avons tous notre libre arbitre. En revanche, ces cartes imagées et bourrées de symboles sont absolument magiques dans le sens où elles reflètent qui nous sommes. Ce sont de formidables outils ancestraux qui nous guident vers la connaissance de nous-mêmes et plus de conscience. Elles nous proposent une radiographie de notre inconscient et éclairent les parts cachées de nous-mêmes qui sont à l'œuvre au présent. Elles nous montrent tous nos potentiels et nos défis. Et ça, c'est trop cool. Vous l'ignorez peut-être encore, mais vous êtes de véritables magiciens et magiciennes. Vous et moi avons tous le pouvoir de créer ce que nous désirons. Alors, peu importe de connaître l'avenir, il suffit de s'employer à le faire advenir. D'ailleurs, vous le faites depuis toujours sans vous en rendre compte, sans en être conscient. Quelqu'un a dit « Le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer ». Ce n'est pas Bouddha qui a dit ça, mais Peter Drucker, un consultant business américain qui a bien pris conscience de ses pouvoirs. Mais attention, tout ce pouvoir demande une grande maîtrise de soi pour ne pas faire n'importe quoi. Nous avons autant le pouvoir de construire que celui de détruire. Et quand on voit l'état de notre planète, on comprend vite que les magiciens humains qui ont été à l'œuvre jusqu'à présent n'ont pas su maîtriser leurs facultés créatrices, tout du moins en faveur de la vertu. Vous êtes en train d'écouter Sens Créatif, chère auditorice. Vous êtes en première ligne pour créer un monde plus beau parce que vous avez cette faculté naturelle déjà de maîtriser vos pouvoirs créateurs. Vous savez créer de belles images, de beaux dessins, de beaux livres, de belles histoires, de beaux podcasts, de belles vidéos, de beaux projets, de belles entreprises même. Mais vous pouvez soutenir la vertu encore plus loin.
Vous pouvez faire œuvre totale de votre vie. Vous pouvez être l'artiste de votre vie. Vous pouvez être le créateur d'un monde meilleur. Je vous invite à prendre le temps de mieux vous connaître, de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos pensées, de maîtriser vos paroles, de dominer votre passé et de maîtriser vos actions en conscience. Prenez conscience des émotions qui vous traversent. Elles vous montrent votre vérité. Prenez conscience des milliers de pensées qui occupent votre cerveau. Elles conditionnent vos actions. Prenez conscience des paroles qui sortent de votre bouche. Elles impactent directement le monde. Nous créons en permanence. Si vous prenez conscience de votre immense pouvoir dans ce monde, je vous souhaite alors de toujours tenir en main le fil d'or de la vertu. Ce fil invisible, toujours relié au bon, au bien, au beau. Alors, en ce début d'année 2025 et en ce démarrage de Sens Créatif saison 7, que souhaitez-vous voir advenir dans ce monde et dans votre vie ? Quelle graine des possibles joyeux est en train de pousser en vous ? C'est quoi cette prochaine idée lumineuse qui fait déjà chanter votre cœur et embellit le monde alors qu'elle n'existe pas encore ? Quel est ce projet merveilleux qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à prendre vie sous votre baguette magique ? N'attendez pas une seconde de plus pour vous mettre en route. Commencez à poser le premier pas sur ce chemin joyeux dès maintenant. Démarrons cette aventure ensemble comme le propose l'aventure initiatique du tarot de Marseille avec sa carte numéro 1, prénommée le Battleur. Sur cette carte, on y voit une jeune personne en action, symbolisant les débuts, le potentiel et les opportunités. C'est la carte de la créativité, de l'initiative et de la concentration. Elle indique que le moment est propice pour démarrer votre projet, prendre une décision importante. Alors go, allez-y! Et sinon, je suis aussi là pour mettre à votre service ma sagesse, mon expérience et mon enthousiasme pour vous accompagner à réaliser tout ça. Je suis Goué, je suis illustratrice, autrice, coach d'artistes et un peu sorcière. Vous pouvez retrouver l'univers de Goué ainsi que sa formation pour artistes sur www.mynameisgoué.com ainsi que sur Instagram @goué.illustration. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un max d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon, www.patreon.com/senscreatifpodcast, de vous abonner à notre newsletter sur senscreatif.fr et de nous suivre sur Instagram @senscreatif-podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. L'habillage sonore de ce podcast est signé Octopods avec la participation de Crocuit au générique. Pour profiter de nos accompagnements en créativité et vous inscrire à notre super bootcamp La Quête, rendez-vous sur le site www.senscreatif.fr. Retrouvez également toutes nos infos sur notre serveur Discord. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Everything is connected.